Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui on est dans l'ancien studio, je vais vous présenter la voiture de mon père. La carrosserie est toute neuve, le châssis est assez atypique, c'est pour ça que je voulais la présenter. Puis vu que c'est celle de mon père, je la connais très bien, je sais quel show il a fait. Vu qu'il aime pas trop la caméra, c'est moi qui vais tout présenter. Je vous fais pas attendre, je mets directement des plans de la carrosserie, on se retrouve après tout ça. Maintenant je vais vous expliquer un peu plus ce qui a été fait sur cette carrosserie. C'est une réplique d'une vraie drifteuse en Russie, de la team TMR 88. Tout a été reproduit au maximum à l'identique, mis à part l'aileron. On préfère cet aileron là, il est sur... en fait il y a deux voitures, une bleue, une verte. Cet aileron il était sur la verte. Voilà, donc ça reste dans le style et tout, et mon père préfère avec. Au niveau des marques, la carrosserie c'est une Pandora, l'intérieur c'est un Tamiya, plutôt classique. Les jantes sont des Overdose VSKF chrome, c'est vraiment un joli modèle. Devant la lame c'est une RC-Art. Derrière il a copié un peu le style pour récupérer tout ça, c'est fait maison. C'est pas très compliqué, au final c'est juste un bout de Lexan coudé, collé à la Shugo dessous, et ça rend vraiment bien. Sur les réseaux, la question qui revient souvent c'est qu'est-ce qui a été fait en peinture et en stickers. Donc en peinture il y a toutes les flammes, les petites têtes de mort, les traits là, et les contours des Build and Destroy, des grands. Tout le reste c'est du stickers. Pour la réalisation des stickers c'est tout du fait maison au plotter, et tout le reste donc je l'ai réalisé sur Illustrator. Donc c'est pas mal de boulot en fait, faut reprendre tous les stickers de la vraie et les reproduire à la main. Mais au final ouais, le résultat est cool et ça permet vraiment d'avoir des logos à l'identique. On essaie d'avoir les mêmes tailles de logos et tout. Donc je vais revenir un peu sur la peinture. Donc les flammes pareil, c'est des masques qui sont sortis au plotter. Donc au lieu de les prendre en stickers, ils sont collés en dessous en masque et c'est tout peint à l'aérographe. Les peintures utilisées sont des Createx. Devant c'est du bleu, le bleu, le gris c'est du Pearl. Le rose et le jaune c'est du fluo. Là on peut voir l'orange, c'est juste en fait dans le dégradé, le croisé des deux ça fait orange. Donc c'est vraiment pas, ça n'a pas été mélangé ni quoi, ça s'est vraiment fait sur la carrosserie. Niveau peinture aussi, ce qui a rajouté c'est la petite lame devant par exemple. On voit que le kit a une forme là, ça fait vraiment partie du pare-choc, ça a été peint par dessus. C'est plus simple à faire, vu qu'il y a la lame ça protège. Donc le pare-choc est protégé et ça c'est peint par dessus, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire la même technique que les vitres. Donc là si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie sur la vidéo des carrosseries. Mais en gros c'est peint directement par dessus en même temps que les vitres. Ça évite du masquage un peu compliqué dans les formes là. Et c'est plus safe. Donc on voit le logo 200SX, ça c'est fait à la peinture aussi, donc c'est juste un petit masque. Il a fait son noir et il l'a enlevé, et derrière avec de la colle à chaud il a mis des LED. L'avantage de la colle à chaud c'est que ça diffuse bien la lumière, donc on a bien un truc régulier. Il a fait quelques tests et c'est vraiment la colle à chaud qui va le mieux là-dessus. Ensuite voilà, les light buckets c'est des Yokomo qu'il a peint. Devant il a utilisé ceux de la Wanvia Yokomo aussi, que j'avais qui traînaient, donc ça permet d'avoir des sleeping eyes, c'est plutôt cool. Le rendu va bien et ça reste un peu agressif. C'est vrai que sur les S13 trop ouvert ça fait tout de suite moins agressif, trop fermé c'est pas top dans la ligne. Donc là comme ça rend bien. Voilà au niveau de l'extérieur, voici l'aileron, j'en parlais tout à l'heure. C'est un D-Magic, il va super bien sur beaucoup de carrosseries. Des fois il est trop large donc faut faire attention. Mais sur les carrosseries un peu fines de l'arrière, parce que là ça veut rien dire, là elle est plutôt large au niveau des ailes, mais derrière elle est vachement fine. La S15 D-Like, plein de carrosseries, moi je l'utilise souvent celui-là. Et là j'ai acheté une carrosserie, une Tamiya, on peut se dire c'est fin et ça passe pas sur la Tamiya. Donc ça c'est vraiment à voir sur chaque carrosserie, mais celui-là c'est le D-Magic. C'est un super modèle, il faut juste le poncer un peu. Donc là ça a été poncé, peint avec la même peinture que le Lexan.
et ensuite vernis pour que ça brille en fait autant que le Lexan. Il y a du vernis pour maquette, là c'est même du vernis automobile qu'il a pris. C'est un peu galère à poser, mais par contre ensuite le rendu vernis est vraiment top. Donc là derrière aussi, tant que j'y suis, on peut voir la même astuce que devant, donc ça a été peint par dessus. Au niveau de l'échappement, c'est juste un tube en fait qui a été incrusté. C'est vrai que l'arrière est un peu compliqué pour intégrer un échappement. Du coup, il a juste fait un trou, rajouté le tube et ça rend top, c'est solide. Au niveau de l'extérieur, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va parler de l'intérieur. Donc c'est un cockpit Tamiya qui a été peint de façon assez classique au final. La base a été peinte en noir, ensuite il a rajouté le bonhomme dessus. Je vous conseille vraiment de faire ça, j'avais déjà fait des essais en rouge, en blanc sur le fond du cockpit. Au final, je suis vraiment pas fan, ça attire l'œil. Le but du cockpit, c'est que ce soit le plus réaliste possible, et un plancher, c'est jamais à la hauteur de la porte. Donc je vous conseille de faire noir, au moins ça se noie dans le... Ça attire moins l'œil est plus attiré sur le bonhomme. Petite astuce, il a rajouté un frein à main aussi là de façon hyper simple. En fait c'est une vis de 2 mm qui est filetée juste au bout et il a peint le filetage en jaune. Donc ça fait un petit frein à main et c'est hyper simple. Il s'est vraiment pas pris la tête, c'est rapide à faire. Sinon vous pouvez faire un truc un peu plus réaliste avec le piston et tout le bazar en styrène, mais ça prend plus de temps. Ensuite derrière là on voit pas trop, c'est le but, ça a été vraiment bien caché. Il a le moteur arrière en hauteur, un peu comme sur un YD2S, avec en plus un radiateur sur le moteur violet. Donc le petit challenge c'était un peu de cacher tout ça. Et là au final il s'en est très bien sorti. Donc voilà un peu ce que ça donne. On voit que c'est quand même bien coupé, mais il a gardé le haut du réservoir pour cacher toute la partie du moteur. Et franchement une fois que c'est dessus, ça se voit vraiment pas. Pour les arceaux, on a pas mal essayé de choses avec mon père. Au final, ce qui va super bien, ce que j'ai fait sur la Mark X et ce qui a été fait là, c'est juste des pailles en fait, des tubes de paille qui ont été coupés. Pour les montants, là, les renforts, c'est les bouts de cockpit qui restent, qui sont percés. On a collé ça à la glu et ensuite on peint à l'aérographe et on colle ça à la chougo dedans. L'avantage des arceaux en paille par rapport aux arceaux en styrène, c'est que c'est léger, facile à faire. Ça rend tout aussi bien et c'est rapide à faire aussi. Donc franchement maintenant je pense que je vais plus me casser la tête à faire comme avant des arceaux complets où il faut tout calculer pile la taille. Là au final c'est des bouts qu'on a, là c'est collé en fait, chaque bout est collé un par un. Donc je vous conseille de partir là-dessus si jamais vous avez à faire des arceaux. Après si vous aimez le challenge vous pouvez faire un truc complet en styrène vraiment propre et tout. Mais ça c'est une bonne astuce. Maintenant je vous laisse avec quelques plans du châssis et on se retrouve pour les explications. Maintenant je vais vous expliquer un peu tout ça parce que c'est un châssis qu'on voit pas souvent. Donc c'est un RMXD VIP. Donc en fait c'est l'ancêtre du RMX 2.0 qu'on voit souvent maintenant. Qui a été pas mal modifié pour pouvoir être compétitif face au YD2, au RMX 2.0, au Galm, tout ça. Pour être mis un peu au niveau. C'était un peu un challenge, c'est moi qui ai acheté le châssis à la base, j'avais un projet dessus, au final je suis passé sur YD2. Mais ça c'est vraiment un beau châssis, donc c'est mon père qui roule avec maintenant. Comme je disais, c'était vraiment un challenge, je savais pas si ça pouvait aussi bien marcher que les autres châssis ou pas. Et au final, je suis vraiment surpris, le comportement est ouf. À Rouen ici, il motorise largement autant que mon YD2. Donc c'est pas mal pour un châssis qui est quand même assez vieux, je sais pas quand il est sorti le RMXD mais ça date. Et au final avec quelques options, quelques astuces, on arrive à quelque chose qui est au goût du jour. D'abord on va voir ce qui a été fait sur le châssis, on parlera de l'électronique ensuite. On va commencer par le train avant, une direction glissière incurvée. On voit qu'on est vraiment pas mal, niveau Ackerman il n'y en a pas beaucoup. Et ça braque fort. Donc pour ça il y a la direction incurvée et les fusées KPI qui sont réglables dans tous les sens. Celles-là elles sont vraiment pas mal, elles sont un peu chères.
Par contre ça fait partie des meilleures fusées qu'on peut avoir, je pense. Donc si vous avez un MST surtout, je vous les conseille. C'est cher mais ça vaut le coup, ça permet d'avoir une très bonne direction réglable dans tous les sens. Donc il y a une conversion sur le châssis, c'est la conversion Razer Performance. Ils ont commencé à sortir des châssis fins et tout avant que ce soit la mode Topline, tout ça qui est en train d'arriver. Ça je pense ça va être la prochaine tendance, les châssis vraiment fins. Voilà, j'ai acheté ça il y a un petit moment, donc je suis content. Je me suis pas trop trompé. Donc l'avantage des châssis fins comme ça avec 2 barres de renfort, c'est que là on est bien rigide. Par contre en torsion, ça travaille. Donc c'est un peu moins prédictible pour des sols qui grippent beaucoup, c'est pas forcément le top. L'avantage c'est que si on veut plus de rigidité, on peut rajouter des renforts entre les 2 barres pour éviter que ça se torde. Par contre sur sol glissant, on a testé avec mon père et ouais, il aime bien avoir un châssis qui se tord un peu. Ça donne un peu de motricité et un peu de contrôle en virage. Ça fait un peu plus d'appui. Voilà, on a eu un petit problème avec la direction. Au final, il a refait la pièce en carbone avec un truc plus épais. C'est vrai que directement la pièce Razer, elle casse. Vous voyez ici, le carbone est super long, c'est pas bien optimal. Donc là, ça a été refait maison. Franchement, je trouve ça super propre. Ça choque pas. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs MST. Ça doit être l'équivalent des TR56 maintenant. Ceux-là, ils sont pas encore parfaits. Faut qu'on regarde les joints. Depuis la dernière vidéo des amortisseurs, on n'a toujours pas changé les joints. Faudra qu'on le fasse. Voilà sur l'avant. Avant, il y avait des amortos comme le Galm. Sauf que le système MST est pas si bien fait. Donc je vous conseille vraiment de garder les amortisseurs en standard si vous avez un RMXD. C'est plus simple, ça coûte moins cher. Donc derrière, là on a quelques modifications. D'origine c'est en courroie déjà la transmission. Là ça a été changé par des pignons. On se rapproche un peu des transmissions YD2. L'avantage c'est que c'est vraiment direct. Si vous n'avez pas de jeu dans les pignons, vous êtes direct sur les roues. Forcément il y en a toujours un peu de résistance, mais ça limite les pertes. C'est vraiment cool. Derrière c'est un diff, hop, un diff à billes qu'il a. Voilà au niveau de la transmission, le moteur a été mis en haut, donc c'est un support moteur pareil qui est achetable en option chez MST. Le train arrière c'est le train arrière MB, il n'a pas encore testé, ce sera à faire. Moi je l'avais déjà fait sur mon RMX 2.0, j'en étais plutôt content, du moins sur sol glissant. Donc là ça va être à tester, je pense que ça peut être cool. Donc le train arrière MB, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il y a votre pincement en gros qui est sur roulement, ce qui fait que vous pouvez prendre du pincement, hop, comme ça, et ça travaille toujours très droit, c'est très smooth et il n'y a vraiment pas de jeu, vu que c'est sur roulement, c'est vraiment bien pris. Donc ça c'est un bon système de la part de MST. Donc là il y a le support variateur arrière. Donc c'est le support arrière DPZ qui est à la base pour les YD2. Au final il se monte dans une position un peu différente sur les RMXD, mais il se monte sans modification. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là en termes de poids il est limite, mais il est bon pour les grips 0, donc il a 65 ou 64%. Donc c'est cool. Au niveau des attaches, donc pour la carrosserie, devant il est en top line, donc c'est un petit système. En fait vous avez une pièce en plastique transparent sur la carrosserie, un système là, ça s'emboîte dedans, et donc pour la sortir il faut aller devant. Et une fois que la carrosserie est bien mise en arrière, vraiment ça bouge pas. Et derrière il est sur des aimants. C'est une configuration qu'il n'a pas encore testée, mais je pense que ça devrait bien aller, parce que l'avant tient avec les aimants, donc ça peut pas bouger. Et voilà, quand il n'y a que l'arrière en aimant, l'avant tient bien. Normalement il n'y a pas de problème, donc à tester. Il y a peut-être vraiment sur les gros chocs en arrière où ça peut poser problème. C'est quand même rare qu'on rentre vraiment en arrière, d'habitude c'est plus sur le côté. Et là en côté ça va forcer un peu. Donc, normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Maintenant je vais vous parler un peu de l'électronique. Si vous avez remarqué un peu, il y a une télécommande à bâton. Ça c'est assez rare en RC Drift, il n'y en a pas beaucoup. Surtout au grip 0, je crois que c'est le seul qui roule comme ça. Voilà, il a un problème de doigt, il peut pas forcément plier celui-là, donc il peut pas prendre une radio à gâchette. Ça c'est une bonne radio. T4GRS, c'était la meilleure radio comme ça à bâton jusqu'à il y a pas longtemps, et maintenant ils ont sorti une radio au-dessus qui est quasiment, j'ai l'impression que les programmes dedans sont les mêmes que sur la 7PX. Donc voilà, ça se fait encore les radios comme ça. Ensuite pour le cerveau, c'est un SP02 qui est le cerveau débutant chez Yokomo. C'est mon ancien, c'est pour ça qu'on a mis celui-là. Maintenant je préfère le RFD. Choisir entre les deux, franchement si vous avez à faire un choix maintenant, prenez le RFD.
il est dans les mêmes catégories de prix et il est plus réglable et il correspond mieux. Celui-là pour moi il est un peu expérimental, mais ça reste un bon cerveau pour les débutants. Si vous trouvez des bonnes occasions sur le SP02, allez-y. Il est un peu lent, il est pas parfait, mais franchement pour le prix il est bien. Pas aussi bien que le RFD, mais il est bien. Le gyro, c'est un Onizuki que j'avais présenté. Il s'est retrouvé là, vu qu'il est assez beau esthétiquement et tout, c'est cool. Il marche bien, franchement, pas eu de soucis depuis. Il est vraiment fiable. Après, il n'y a pas trop de réglages, hein. Il n'y a pas de PA ni rien. Et ensuite derrière, donc il y a un RPX, la première génération. Donc il n'y a pas encore le Wi-Fi, tout ça, mais il y a déjà beaucoup de réglages. Il est super puissant, il n'y a pas de problème. Et le moteur, c'est un D1 Spec. Donc maintenant qui se trouve entre le R et le T de chez Yokomo. Donc pareil, c'est un moteur haut de gamme qui va très bien. Mais sinon, voilà ce qu'il y a à dire à peu près sur ce matériel. C'est quelque chose qui marche vraiment bien, c'est assez surprenant. C'est vrai qu'en RWD, en partant sur des châssis un peu custom comme ça, on peut vite se perdre. Et bah là, c'est pas le cas, on a pas mal galéré cet hiver. On a cherché des réglages ensemble et tout, et au final, on tombe sur quelque chose de plutôt cool. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé donc la petite présentation de la carrosserie, plus le châssis qui est assez atypique, et au final on voit que ça peut très bien fonctionner. Franchement il n'a pas de souci pour rouler avec des YD2, des RMX récents, tout ça. Donc comme quoi il n'y a pas que ça qui marche, on peut aussi chercher un peu ailleurs de ce qui se fait. Je vous dis donc à la prochaine pour la fin de la construction de la PS13. Salut!